sur Musk. Est-ce qu'il y a chez lui, d'après vous, une idéologie, sa façon de dire, il suffit de le suivre sur X, de façon obsessionnelle, que l'être humain occidental, l'héritier de la Rome, de la Grèce antique, ne doit pas reculer par la démographie, par les armes, par l'économie, qu'au contraire, il doit progresser. Qu'est-ce que c'est selon vous? C'est une défense de l'Occident, de la supériorité de l'homme occidental, du racisme? Est-ce que c'est une forme de racisme, comme le disent ses adversaires? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, parce qu'il dit bien d'autres choses que ce que vous venez de dire, qui, après tout, pourrait être compris par un certain nombre d'Européens. Il y a une dimension racialiste. Il appartient à une époque de l'Afrique du Sud qui est celle de l'apartheid. Il côtoie des milieux qui sont très largement fascisants. Il a des gestes que je ne veux pas aujourd'hui qualifier trop brutalement, mais s'il les répète, nous n'aurons pas d'autre choix que de considérer alors qu'ils sont bien ce que certains craignent. Il y a des politiques, on l'a vu en Grande-Bretagne, vis-à-vis de la Grande-Bretagne, on l'a vu vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de l'AfD, donc des partis d'extrême droite allemands. Il y a visiblement un logiciel d'Elon Musk qui vise quelque chose de très précis et qui, une fois de plus, est en harmonie avec les intérêts qu'il défend. Il veut tout simplement casser l'Union européenne. Mais là, vous parlez, bien sûr, mais sur vous avez dit racialiste. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Oui, quand il fait l'apologie de l'homme blanc, quand il fait ce qui ressemble à un salut nazi, quand il participe à des forums de discussion sur le net et ce qui laisse des traces, on voit bien qu'il y a chez lui une exaltation. Alors, je veux prendre en compte le fait qu'en public, il puisse parfois perdre ses moyens ou se laisser aller à des comportements qui paraissent bizarres. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un logiciel qui est un logiciel extraordinairement élitiste et on voit bien la politique de Trump sur la diversité, sur l'inclusion, sur l'équité, tout cela est balayé. Donc il y a une approche identitariste qui néglige tout ce qu'est l'autre qui n'est pas comme lui. Est-ce que c'est la condition pour rester dans l'histoire? La France a été une très grande puissance colonialiste. Très grande puissance. Vous qui êtes un passionné de Napoléon, elle a d'abord été une très grande puissance impérialiste, ensuite une très grande puissance colonialiste. Est-ce que c'est la condition, le dilemme est terrible, pour rester dans l'histoire, d'avoir cette sorte d'agressivité, ce sentiment de supériorité qui habite visiblement un Musk? De quelle histoire parle-t-on, monsieur Rochebin? Ce que vous me disiez, oui, la puissance militaire, mais la vraie puissance économique. Oui, écoutez, la puissance militaire, depuis un certain nombre de décennies, on a vu à quel point elle était peu efficace. Toutes les guerres engagées par les États-Unis, elles ont été perdues. Donc ne glosons pas sur le fait de rester dans l'histoire à travers la puissance militaire. Il reste la première puissance de l'univers. Ben oui, mais enfin bon, la guerre du Vietnam, elle n'a pas été gagnée, que je sache. La guerre d'Afghanistan, ils sont partis dans des conditions qui Le communisme est tombé dans une immense partie du monde, et comme disait l'autre, General Motors est toujours là. Oui, General Motors est toujours là, mais la Chine est toujours là, et la Russie est bien là. Donc, avec quel succès? Je crois qu'il faut prendre en compte les évolutions du monde. Nous avons changé de monde. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui, qui est un monde multipolaire, même s'il y a des empires qui ont vocation à perdurer. Et aujourd'hui, nous sommes devant des défis qui ne relèvent pas d'une seule puissance. On voit bien les décisions qui sont prises en matière écologique par Donald Trump, mais les problèmes de la planète, Los Angeles qui brûle, c'est pas l'Amérique toute seule qui va pouvoir régler la question. Aujourd'hui, le système se casse. En fait, c'est terminé. Le monde de la performance se termine. En fait, donc, comment ça se matérialise? On le voit en fait. Donc je vais pas prendre le cas de Suez, mais Evergrande, une grande boîte de construction chinoise, qui est en train de se casser la figure. Boeing qui a des difficultés. Enfin, les gros, ils commencent à sentir des failles. Les petits aussi, bien sûr, mais on entend moins parler. Mais les gros. Et puis il y a aussi autre chose, c'est les ultra performants. Donc Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman et les autres, il y en a plein d'autres. Là, je prends beaucoup Bruno Le Maire. Bruno, oui. Alors il y a dans un autre style, mais je prends les performants qui ont beaucoup d'argent parce que c'est plus visible. C'est qu'en fait ils sont dans un délire de la performance. Alors on est sorti du culte de la performance pour aller dans un délire de la performance. Donc Elon Musk qui veut aller sur Mars, c'est du délire. C'est un projet de mort. Aurélien Barraud le dirait mieux que moi. C'est aller sur un projet de mort. Parce que alors c'est tout simple, c'est pour une raison agricole. Donc là je vais mettre ma casquette INRAE là. En fait, sur Mars et sur n'importe quelle autre planète, et même sur Terre, on ne sait pas faire l'agriculture circulaire. Donc si dans cette pièce, je mets du sol, de l'eau, des plantes,
et que j'espère nourrir des cosmonautes pendant des années avec ça, eh ben c'est pas possible. En fait, il y a toujours une bactérie, un champignon qui va faire dériver tout le système, et à la fin, soit il y aura plus qu'une plante, soit que, enfin, donc ça ne va pas marcher. Est-ce que vous connaissez, je demande à me faire fact-checker, ça s'appelle le syndrome de l'île déserte. Okay. Vous vous retrouvez sur une île déserte parce que vous êtes naufragé, vous avez deux choix. Soit vous mangez toutes les noix de coco et vous crevez, mais ça prendra un peu plus de temps que si vous coupez tous les arbres, vous faites un radeau, vous prenez toutes les noix de coco et vous essayez de chercher une autre terre promise. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que la démarche d'Elon Musk, c'est une démarche d'aller chercher une nouvelle terre promise? Alors, sous prétexte d'aller sur Mars, c'est de faire rêver les gens, d'aller chercher une nouvelle technologie, et ensuite, au lieu d'aller sur Mars, faire de la mise en orbitation d'astéroïdes pour faire de l'exploitation autour de la Terre, et potentiellement développer une autre technologie qui pourrait nous affranchir de notre petite planète bleue. Alors, c'est du technosolutionniste Bien sûr, bien sûr. Alors, là, je renvoie encore au rapport Meadows, qui est quand même fondateur là-dessus. Dans les 12 scénarios du rapport Meadows de 72, il y en a un où on a accès à de nouvelles ressources. Et donc, alors, le rapport Meadows, le scénario standard, c'est une courbe en cloche, donc on bascule, quoi. Le scénario avec l'accès aux ressources comme ça, au fond des océans, dans les astéroïdes ou je sais pas où, ça ne change absolument rien à la trajectoire, ça fait juste plus de pollution. Donc c'est vraiment un scénario qui n'a vraiment aucun sens, c'est-à-dire que c'est importer la mort sur la planète, enfin sur la planète Terre. Donc du coup, vraiment le projet d'aller sur Mars, symboliquement, c'est un projet de mort. Mais en fait, il n'y a pas que lui. Donc aller sur Mars, c'est la mort. Faire des bunkers en Nouvelle-Zélande, c'est des tombeaux. Donc c'est un projet de mort aussi. MBS, qui veut faire une ville Neom en plein désert saoudien, c'est une ville morte. Enfin, les ultra performants ont des projets de mort. Donc ça, c'est un signe du chant du cygne. Alors c'est pas le cygne noir là, mais c'est le chant du cygne. Donc en fait, on est quand les ultra performants sont à ce point-là délirants, alors ils vont embarquer beaucoup de gens avec eux. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup de casse parce qu'ils vont faire rêver les gens dans ce cauchemar finalement. Mais ça dit aussi que c'est la fin. On ne pourra pas être plus délirant que ça, quoi. En ce qui me concerne, le monde d'Elon Musk, celui où les satellites artificiels trônent dans un ciel dévasté, je le vomis, je l'exècre. Pour moi, c'est une dystopie absolue. Je vous rappelle quand même que c'est l'homme qui tente de nous faire croire qu'une automobile de 2 tonnes emmenant 500 kilos de batterie est un objet écologique. Oui, je sais, c'est un peu gros, mais certains tombent dans le panneau, que voulez-vous. C'est celui qui fait l'apologie des coups d'État lorsque ces derniers servent ses intérêts. Celui qui commercialise, pour le plaisir, parce que c'est cool, des lance-flammes. Celui qui développe des constellations spatiales pour s'assurer que les quelques heures passées en avion par donc les délinquants de notre temps se feront sans renoncer à Internet en haut débit. Celui qui prépare, en le testant d'ailleurs sur des singes qui pour la plupart meurent dans d'atroces souffrances, des systèmes d'électrodes à implémenter dans nos cerveaux de façon que nous puissions jouir d'expériences virtuelles de balades dans des forêts numériques quand la sylve réelle aura été totalement dévastée. Celui, enfin, qui se fait, comme vous le savez, le chantre de la dérégulation des réseaux sociaux, alors même qu'il y a quelques jours, Amnesty International a montré le lien entre les algorithmes de certains réseaux sociaux et des événements génocidaires. Convergence, n'est-ce pas, de médiocrité et de vénalité, d'aveuglement et de cynisme, de ringardise intellectuelle et de pauvreté symbolique, voilà sans doute le parangon de notre mal. L'homme le plus riche du monde comme archétype de l'homme le plus nuisible au monde. Encore qu'en ce domaine, la concurrence, je vous l'accorde, soit rude. Ça ne dit quand même pas rien, sérieusement, de notre système. Le grand gagnant de l'immense marathon capitaliste est finalement le plus vulgaire, le plus inconséquent et certainement l'un des plus méchants. Peut-être aussi le plus bête, d'ailleurs. Alors, je ne vais vous donner aucun conseil dans cette petite conférence en ce qui concerne, vous savez, les petits gestes. Parce que nous n'en sommes plus là. Ce n'est plus du tout la question, et à mon avis, ce n'est plus du tout intéressant. Je fais une exception. Un seul petit geste que vous pouvez faire maintenant, avant même d'attendre la fin de la conférence. Fermez Twitter.
Fermez Twitter, demandez à tous vos amis de le faire. Quand vous serez dans une entreprise, assurez-vous qu'elle ne communique pas sur Twitter, qu'elle ne fasse pas de publicité sur Twitter. Ça, on peut le faire. C'est facile. Et quelle que soit la manière dont vous le regardez, ça ne fait que du bien à la planète, à nos cerveaux et à nos relations sociales. Allez, on y va. Faites-le, s'il vous plaît. Et puis, bon, par là même, si vous pouvez aussi fermer Facebook, Snap et Twitch, c'est encore mieux, mais bon, commençons doucement.